Le podcast d'aujourd'hui est fièrement commandité par l'équipe Jordan Lanoux et associé chez IG Gestion de Patrimoine. C'est une équipe de planificateurs financiers super terre-à-terre, dynamiques et passionnés. Disponibles et transparents, leur mission est de vous aider à réellement comprendre le monde dans lequel on vit et qu'on n'a pas pris le temps de nous expliquer. Simplement vous aider à atteindre vos objectifs et vulgariser le jargon des finances pour avoir la tranquillité d'esprit. Que vous ayez des questions sur la fiscalité, l'optimisation de vos revenus, les placements, les assurances pour votre famille ou votre entreprise, les études de vos enfants, l'achat d'une première ou seconde propriété s'assureront de vous guider vers les priorités d'une période à l'autre. Nous sommes ravis de collaborer avec cette équipe qui partage notre vision d'un avenir financier sécurisé et prospère et qui nous permet de partager notre passion pour le sport. N'hésitez pas à les contacter pour prendre un temps d'arrêt et discuter de votre futur financier. Bienvenue au podcast Le Temps d'arrêt. Bonjour à tous, bienvenue à l'épisode 109 du Temps d'arrêt. Aujourd'hui, on va parler de la saison qui est présentement en cours en Formule 1. On a déjà atteint la barre de la mi-saison. Très heureux de recevoir mon frère Guillaume, notre collaborateur F1 pour en parler. Guillaume, ça va bien? Ah oui, ça va bien. Ben oui, avant de se lancer sur ce qui a marqué la saison jusqu'à présent, on va y aller d'une première petite chronique cinématographique pour débuter cet épisode. Certains ont peut-être eu connaissance que il y a quelques semaines, un film portant sur l'univers de la Formule 1 est sorti au grand écran. Puis ça a vraiment là, défrayé disons, l'actualité de la course automobile. Beaucoup de gens ont aimé. Les cotes les cotes d'appréciation sont très bonnes pour le film, pour mettre un petit peu les gens dans le scénario. Là, c'est sûr que c'est pas une biographie, c'est pas une histoire vraie, c'est une histoire romancée d'un pilote de carrière là, qui se trouve être joué par Brad Pitt, qui avait un peu manqué sa chance d'être un grand pilote de F1. Puis il se retrouve à avoir la chance de piloter une voiture en Formule 1. Puis, on se retrouve vraiment dans un univers très immersif de ce qu'est la Formule 1. Avant d'y aller de mes points forts, mes points un petit peu plus faibles, je serais curieux d'entendre ton appréciation globale sur le film. J'ai adoré ça, surtout sur grand écran. Je sais qu'on va en parler un peu, mais il est encore dans certaines salles. Donc, si jamais vous avez la chance d'y aller un mardi pas cher ou n'importe quand, allez-y sur grand écran. Ça vaut Ce que j'ai tellement la fait cette peine semaine. de voir un film de F1 qui est pas biographique, comme tu dis, parce qu'on avait déjà eu des Ford contre Ouais. Ferrari ou l'histoire de James Hunt avec Niki Lauda. Tout ça, c'est plus romancé, mais pareil, c'est probablement le film où est-ce qu'on voit le plus l'univers de la F1. Moi, j'ai adoré voir, je spoil rien, mais voir les différentes stratégies qu'ils emploient pour au fil de la saison, de voir comment ça fonctionne en arrière-plan. C'était surtout ça qui était vraiment intéressant, de voir toutes les différentes variantes ou toutes les différentes étapes avant les courses, qu'est-ce qu'ils font, puis tout ça. C'est toutes des affaires qu'on avait vu un peu dans Drive to Survive, on savait un peu, mais de là, de le voir dans un film sur un écran d'écran pendant peut-être 2 heures, en tout cas, moi, j'ai adoré ce moment-là. Les scènes de course étaient vraiment bonnes. Il y avait la part de certains autres pilotes, là, on les voyait. On a vu Hamilton, on a vu On a Verstappen. l'impression de rentrer à pieds joints dans une saison active de Formule 1. Justement, Brad Pitt, c'est un peu ça. Là, il rentre durant l'année. La saison est déjà en cours. Puis, tu parlais de Drive to Survive, dans lequel on voyait vraiment là, les dessous des coulisses des courses, d'un petit peu ce qui se passe à l'extérieur aussi dans la vie des pilotes. Là, j'ai l'impression qu'on rentre plus que jamais dans ce qui se passe dans les industries automobiles, que ce soit dans les tests de pilotage, que ce soit dans l'ingénierie derrière la conception d'une voiture. C'est absolument extraordinaire. Pour La moi, c'est dans les... pression qu'ils ont aussi, là, de voir la pression mentale, mais la pression sur les équipes de performance. Dans une des scènes, il y a quelqu'un qui rate un arrêt au puits, puis on voit l'impact que ça a sur cette personne-là. Ouais. Des choses qu'on ne voit pas à la caméra ou que la FIA ne montre pas tout le temps, mais là qu'on a pu voir encore une fois romancer, mais ils se sont inspirés de la vie réelle dans F1. En tout cas, moi, j'ai vraiment adoré. Et pour compléter là-dessus, tu parlais
de voir tout ça au grand écran. Lorsqu'on regarde une course et qu'on voit sur notre téléviseur l'angle dans lequel le pilote a lorsqu'il pilote sa voiture, mais là, c'est la même chose un petit peu, mais version cinéma grand écran, c'est extraordinaire. Le réalisme de l'action, les accidents, les dépassements, les différents scénarios de course, très, très agréable. Aussi de voir plusieurs visages connus, là, les Toto Wolff, Christian Horner, tu peux parler de tous les pilotes, là, Hamilton, Verstappen, etc. Donc, on rentre vraiment dans l'univers. Petit point faible de mon côté, ben, c'est pas personnellement pour moi, mais de ce que j'ai pu lire et recevoir un petit peu comme pouls un petit peu du film, pour les gens qui sont un petit peu moins amateurs, l'action se passe beaucoup sur la piste de course, ce qui est normal, mais ça peut être un petit peu redondant puisqu'on voit beaucoup d'action lors des courses. Ça serait peut-être le seul petite chose pour certains qui sont un petit peu moins amateurs, mais sinon, comme tu as dit, c'était pratiquement un sans faute. C'était du bonbon pour les amateurs de Formule 1. Il approche presque 500 millions de revenus, plus à l'étranger qu'en Amérique du Nord, mais on voit que, surtout en Europe, la passion de la F1 est vraiment là. Puis comme tu dis, c'est un film que même les non-initiés pourraient apprécier. Là. Ils vont apprécier. Brad Pitt, il est bon là-dedans. Les acteurs de soutien sont bons aussi. C'est un bon film qui porte sur la F1. Donc, c'est certain qu'on ne sera pas dépaysé si on ne suit pas la F1 régulièrement. Mais effectivement, il faut qu'on ait un certain intérêt pour voir un film sur la F1. Là. Sans divulguer aucune information, sans aucune facette du film qui pourrait, disons, spoiler les gens. On suit l'univers d'une écurie qui a des difficultés. Et là, le gros enjeu, c'est que cette écurie-là a besoin d'une victoire. On s'entend que c'est un élément qu'on voit beaucoup moins en Formule 1 dans la vie de tous les jours, mais ça a quand même été le cas. Ça ne fut pas une victoire, mais ça a quand même été le cas juste avant la pause estivale avec un excellent résultat lors de la course en Grande-Bretagne. Une troisième place pour Nico Hülkenberg qui est rentré un petit peu, malgré qu'on connaissait son profil comme un cheveu sur la soupe cette année, et il est venu remplacer durant l'année. Belle troisième position après le doublé de McLaren. Donc, ça montre quand même que ça arrive peu, mais parfois, on a des belles histoires et ce fut le cas de Hülkenberg lors du 12e Grand Prix en Grande-Bretagne. Ben oui, ça faisait plus que 200 Grands Prix qui n'avaient jamais été sur le podium. Sauber, en tout cas, Keke Sauber n'a jamais été sur le podium. Sauber peut-être, mais ça fait plusieurs années, je ne suis pas certain à 100%. Là. Mais effectivement, parce qu'on est habitué de voir les McLaren, Verstappen, de voir certaines Ferrari ou Mercedes, mais là qu'il y a eu une équipe tierce qui est normalement dans le bas de peloton, puisse avoir un podium dans un des circuits chouchous du calendrier de F1, même s'il pleuvait, même s'il était là, il a été chanceux. Bravo pour lui, puis ça montre que ça aurait pu être l'histoire d'un film, ça aussi. Là. Donc, c'est une belle transition entre le film et la saison actuelle de Formule 1 qui nous donne certains éléments intéressants, mais qu'on se concentre surtout sur la bataille entre les deux meneurs, McLaren. C'est exact, c'est ce qui, désolé d'utiliser l'anglais, mais drive la mi-saison jusqu'à date. C'est ces deux-là qui sont intouchables, mais qui se bataillent à chaque fois. Justement, mi-saison, 12 courses de fête, 12 restantes. On revient d'une pause estivale de 3 semaines. On va reprendre avec 4 Grands Prix européens par la suite. Ce sera le cas en fin de semaine au Grand Prix de Belgique, là, à Spa, ce superbe Grand Prix. On va justement derrière ton écran, là, un point de vue qui est à couper le souffle, qui est mythique quand même dans l'univers de la F1. On doit se dire quand même que cette pause estivale a été marquée quand même par une bombe là, qu'on attendait peut-être, mais qui en était une quand même, qui aura été le congédiement le 9 juillet passé de Christian Horner, là, le directeur de l'écurie Red Bull. Il avait passé quand même les 20 dernières années avec eux. Donc, on peut dire que ça ne surprenait pas à cause des problèmes que peuvent connaître Red Bull cette année. Là, sur papier, on a du positif
il y a des choses qui sont quand même plus difficiles. Là. Donc, avant le Grand Prix de la Belgique, là, qui est justement cette fin de semaine, on est 4e chez les constructeurs avec 172 points. Seulement 2 victoires, donc on est loin des standards habituels. Par contre, Max Verstappen est à 165 points, ce qui laisse très, très peu de place aux autres pilotes. Donc, on a commencé la saison avec Liam Lawson, rapidement remplacé par Yuki Tsunoda. Donc, on a fait le changement de pilote de notre écurie sœur, si on veut, avec Racing Bull. Guère plus de succès avec Tsunoda. Donc, c'est finalement Horner qui en a payé le prix. Est-ce que tu étais surpris de ton côté de cette annonce? Non, parce que ça s'en venait. On le voyait là depuis plusieurs années. Comme tu disais, ça faisait 20 ans que Horner était avec Red Bull. Il avait débuté l'histoire de l'équipe. Mais ce qui a fait son succès au début a fait sa chute à la fin. C'est qu'il voulait tout faire tout seul. Il touchait à beaucoup de choses. Puis ça, les dirigeants de Red Bull, ils voyaient que ça devenait de plus en plus lourd, que ça plombait l'atmosphère. Puis Verstappen, il l'a dit, puis certains autres dirigeants ou personnes qui gravitent dans le milieu de la F1, c'est rendu toxique là, chez Red Bull. Il fallait faire quelque chose. Puis, c'est pas lui qui est parti, il s'est fait mettre à la porte, comme on peut dire. Là. D'après moi, il va continuer de graviter dans le milieu de la F1 ou quelqu'un d'autre va le réembaucher. Mais je pense que c'était correct pour tout le monde. Là. Il a un parcours et un pedigree incroyable avec ses pilotes et son écurie. Je pense qu'il a gagné 8 championnats du monde de pilotes puis 6 de constructeurs. Donc, il a une très, très, très belle carrière. Mais il fallait passer à autre chose. Et on l'a vu, tu parlais de gravité, on l'a vu avoir certaines conversations cette année avec Lawrence Stroll. Donc, qui sait si son avenir pourra l'amener dans cette écurie. Tu parlais tout à l'heure de la domination des voitures McLaren. Mais c'est vraiment ce qui a marqué la première moitié de saison pour ceux qui sont par vidéo YouTube. Donc, on peut voir actuellement à l'écran un petit problème ici avec la vision. Bon, voyait les deux premiers. On voyait les deux premiers, effectivement. Donc, Oscar Piastri, 234 points, 5 victoires, 10 podiums. Lando Norris, 226 points, 4 victoires, 10 podiums. Après ça, là, on le disait, ça va en 3e position avec Verstappen et George Russell, 147 points. Charles Leclerc, 119. Lewis Hamilton, 103. Finalement, Kimi Antonelli, 63. Ce sont les principaux prétendants. Là, on pourrait pratiquement rajouter Alex Albon avec Williams qui a une bonne saison à 46. Mais ce sont ceux qui ont touché au podium. Donc, on s'en attendait. Lors de notre épisode de début de saison, on s'attendait à voir cette domination des McLaren, mais est-ce que tu pensais que ça allait être à ce point-là? Moi, j'aurais pensé qu'on aurait pu avoir, puis c'est ce qu'on a dans pas mal de courses, une bataille à 3. Verstappen est encore là. Il y a eu beaucoup de ratés qui lui ont fait perdre des points, donc c'est sûr qu'au niveau des points, il n'est pas vraiment dans la course en ce moment, mais en piste, ils se battent à 3. Les deux McLaren, Verstappen est encore capable de tenir son bout. Donc, ça rend le trio de tête quand même assez intéressant. Le fait que Norris, Piastri soient capables de se battre en piste sans trop d'accrochage. On sait ce qui s'est passé à Montréal avec Lando Norris qui a essayé de dépasser Piastri, puis finalement, il y a eu un abandon parce qu'il y a eu un accident. Ça, c'était le seul faux pas. À date, Zach Brown, le directeur de l'écurie, est capable de laisser gérer ses deux pilotes sans que ça se passe trop mal. Puis ça fait juste rendre que on ne sait jamais qui va gagner. On peut se douter que c'est des McLaren, mais on ne sait pas est-ce que ça va être Norris, est-ce que ça va être Piastri. Aujourd'hui où on enregistre le podcast, on a vu les courses sprint à Spa-Francorchamps, où est-ce que c'est Verstappen qui a gagné, mais qu'après ça, Norris et Piastri ont eu les qualifications de feu. Donc, en ce demi-de-saison-là, oui, il y a une domination de l'élite, mais au moins, il n'y a pas c'est pas un Verstappen qui est tout seul dans son monde à 300 points d'avance comme c'était les autres années.
9 Grands Prix sur 12 à date. On a eu un doublé sur le podium des McLaren. L'année passée, à pareille date, là, la domination des McLaren commençait. Mais là, ça a été le cas depuis le début de l'année. C'est ce raz-de-marée-là et ça apparaît dans le classement des constructeurs. Si les pilotes, ça peut être un petit peu plus serré entre les deux pilotes McLaren et ensuite Verstappen. Mais McLaren est de loin premier avec 460 points. Ferrari suit avec 222, Mercedes 210, Red Bull 172. Donc, déjà 9 victoires pour McLaren. Ferrari pointe quand même deuxième avec 222, mais on semble éprouver toutes sortes de problèmes. On a vu Lewis Hamilton a été éliminé en Q1 cette fin de semaine. On l'a dit là, mais en Belgique. C'est une année compliquée quand même pour les Ferrari et pour Hamilton. Oui, exactement. Hamilton, quand il est arrivé avec Ferrari, il dit « Je veux pas faire comme les Raikkonen, Vettel, Alonso, puis aller avec Ferrari, puis échouer. Je veux ramener un championnat. » Mais même s'il a une bonne attitude, il constate que ça marche pas comme il veut. Surtout, les années de transition, quand tu arrives, ça fonctionne pas super bien. Leclerc, il est là depuis un peu plus longtemps, donc il performe mieux qu'Hamilton parce qu'il connaît un petit peu plus la voiture, il connaît comment fonctionne l'équipe. Mais regarde, c'est une année de transition avec ce qui va s'en venir en 2026. Donc, pour Ferrari, oui, ils sont deuxième parce que au niveau des constructeurs, parce que Verstappen est tout seul dans son écurie. Exact. Mais en piste, ils sont une coche en dessous de la Red Bull et des deux McLaren parce qu'il y a trop... Et souvent de la Mercedes aussi, de George Russell. Ouais. On a glissé un mot tout à l'heure sur la performance quand même d'Alexander Albon là, qui est 8e au classement. Ben, c'est Williams, c'est eux qui pointent en 5e place. Là. On le mentionnait, on avait les 4 écuries de pointe. Ensuite, on pouvait se battre un petit peu pour cette 5e place. Jusqu'à présent, c'est Williams, Sauber, oui, 41 points, mais la donnée est peut-être un peu faussée avec le bon résultat de Hülkenberg. Donc, Williams performe. On a des belles performances de Albon et de son Sainz. Ouais, Carlos Sainz, pardon. 13 points, là, je cherchais son classement. Donc, on fait bien du côté de Williams. J'aimerais savoir, je te prends un petit peu à plat, qui, selon toi, on parlait en début d'année, beaucoup de jeunes qui sont arrivés en F1. Qui, pour toi, en ce début de saison, t'a surpris et qui t'a déçu, si on veut? Ben, je vais dire déçu, je dirais l'ensemble des recrues. Des jeunes. Parce qu'on voit que c'est difficile, puis autant qu'Antonelli, avec Mercedes, a bien commencé. Il y a eu je pense que même il y a eu un podium, ou bref, il y a eu quelques bonnes courses depuis plusieurs Grands Prix pour tous les recrues, que ce soit Adjar, que ce soit Lawson, Bearman, Bortoleto, c'est tout difficile. Et Antonelli le dit, c'est l'accumulation d'informations au fil des Grands Prix qui devient très stressante. Ouais. Au début, tu te focuses sur les premiers Grands Prix, ça va bien, mais après ça, il faut que tu penses à ceux que tu as fait avant et ceux qui s'en viennent. Et pour les recrues, ça semble vraiment difficile parce que autant que des fois, il peut y avoir des beaux flashs de Bearman ou Bortoleto qui peuvent finir 9, 10e, les recrues en général, c'est difficile cette année. T'sais, on voit que les équipes qui misent un peu comme Williams ou même Haas sur un bon vétéran, les vétérans habituellement ont tendance à mieux performer. Ouais. Mais si tu me demandes pour répondre à la question s'il y a quelqu'un qui surprend, je vais dire personne. Personne parce que autant Alonso est pas bon, les Stroll n'est pas dans la course. Il y a personne vraiment qui tire son épingle du jeu très bien. Donc, je dirais qu'à part les ténors, là, les 5 meilleurs ou 6 si on inclut Hamilton, c'est très difficile pour le reste du peloton. On voit quelques beaux flashs de Kimi Antonelli avec Mercedes. Par contre, la constance est difficile et c'est souvent ça chez les jeunes pilotes. C'est là qu'on voit que des Hamilton et des Verstappen étaient des pilotes d'exception. Rapidement, ils sont capables d'être à l'aise dans cette voiture-là. Les erreurs sont fréquentes chez les recrues. Antonelli peut bien faire parce qu'il a une très bonne voiture,
mais on en entend quand même un petit peu plus. Dans cette deuxième moitié de saison, là, on l'a mentionné, on va avoir un séjour de 4 Grands Prix en Europe. Ensuite, on va aller faire un tour pour 2 Grands Prix en Asie pour nous ramener en Amérique du Nord avec une séquence de 4 Grands Prix, 2 aux États-Unis, un au Mexique, un au Brésil pour terminer avec les 2 Grands Prix du Moyen-Orient. Qu'est-ce que tu attends de cette deuxième moitié de saison? Évidemment, là, on peut s'attendre à une lutte pour le championnat des pilotes entre Piastri et Norris, mais autre que ça. Là. Je veux qu'une des 5-6 équipes de bas de classement solidifie sa place comme autre alternative. Je veux, parce qu'on dirait que ça change à chaque année. Une année, c'était Aston Martin, l'autre année, c'était Alpine. Là, cette année, ça semble être Williams. J'aimerais ça de voir un pilote ou un duo de pilotes d'une équipe moindre qui se finit tout le temps dans les points pour qu'on puisse voir une certaine amélioration, parce que c'est ça qui est pas plaisant en ce moment. Il y a trop de passagers dans le train de la F1. Tu dis à chaque année, c'est vrai, mais je dirais presque même à chaque Grand Prix. On a eu une belle performance des Aston Martin avant les vacances. Puis là, on revient. Lance Stroll va partir dernier encore une fois. C'est constamment des montagnes russes avec justement ces écuries de deuxième, disons, de deuxième ordre. On dirait qu'on n'est pas capable d'enligner les bonnes performances. Donc, je te rejoins là-dessus aussi. Oui, puis donc c'est ça. Donc, ça peut être une des choses. Aussi, qu'on continue d'avoir des batailles entre Piastri et Norris. Quand ils sont collés un derrière l'autre puis qu'ils se battent pour la tête, ça, c'est le fun. De voir des gens qui se battent pour la position de tête, ça rend les choses intéressantes. Avant, Verstappen, des fois, il y avait des 20 secondes d'avance. Là, au moins, les deux coéquipiers peuvent se battre, puis ça peut affecter la victoire d'un bord comme de l'autre. Moi, je dirais continuer, laisser-les de se battre en piste. Ça rend les fins de course intéressantes, parce que quand tu ne sais pas qui gagne à 5 tours de la fin, il y a eu un Grand Prix il n'y a pas longtemps, je pense que les 6 premiers étaient à 1 seconde, un de chaque. Il aurait pu arriver n'importe quoi. Puis, donc, je dirais que je veux vraiment que les fins de course continuent de rester intéressantes pour les prochaines qui s'en viennent. On se le souhaite. À pareille date, l'année passée, on avait déjà vu les jeux de coulisses débuter, voire même se compléter. Là. On avait déjà vu beaucoup de mouvements qui avaient été annoncés pour la saison qui est en cours en 2025. Là, en ce moment, là, et d'habitude, là, historiquement, on profite de la pause estivale justement pour aller établir des contacts avec certaines autres écuries. Les agents de pilotes vraiment se mettent en action pendant ce congé-là pour disons, cimenter certaines discussions qui avaient déjà eu lieu. Cette année, c'est quand même assez tranquille. Là. Si on regarde un petit peu le portrait pour l'année prochaine, donc on le sait qu'on va avoir certaines figures qui vont changer, c'est toujours le cas. Mais chez McLaren, McLaren-Ferrari, ce sera le statu quo. Du côté de Red Bull, Max Verstappen est sous contrat, mais on a toujours cette rumeur qui pourrait l'envoyer chez Mercedes. Peut-être chez Mercedes, mais justement, Mercedes, aucun des deux pilotes n'est confirmé pour l'année prochaine encore. On va devoir renégocier le contrat. Ça s'annonce surtout intéressant du côté de George Russell. Donc, Mercedes, on n'a pas de pilote en place pour l'année prochaine. Aston Martin, statu quo, malgré le fait qu'on peut dire que Lance Stroll peut se compter chanceux que ce soit l'écurie de son père. Ouais. Chez Alpine, Pierre Gasly qui est en place, mais c'est tout. Du côté de Haas, Oliver Berman et Esteban Ocon sont toujours sous contrat. Racing Bull, aucun pilote sous contrat. Chez Williams aussi, statu quo, Albon, Sainz, Sauber, statu quo, Hülkenberg, Bortoleto. Sauber, on sait qu'ils vont changer de nom l'année prochaine là, pour Cadillac. Ouais. Et Cadillac, en fait pour Audi plutôt. Audi. Et Cadillac qui n'a pas de pilote annoncé pour l'année prochaine aussi. Ce sera la nouvelle écurie, donc 11 écuries l'année prochaine. À quoi tu
t'attends? Est-ce que les rumeurs d'un départ de Verstappen, ça semble loufoque? On a vu que peut-être il y avait on a parlé des frictions avec Christian Horner, maintenant qu'il n'est plus là. Est-ce qu'on a fait ce mouvement-là pour garder Verstappen? Mercedes, alors qu'on semblait avoir quand même des hautes attentes pour cette année, c'est un petit peu décevant aussi. Est-ce que tu penses que ça va bouger autant que par les années passées et selon certaines rumeurs qu'on peut entendre? Moi, je pense que les rumeurs vont pas se concrétiser pour l'année prochaine. Tu l'as dit, le nouveau directeur technique de l'équipe de Red Bull va peut-être rallumer la flamme que Verstappen avait perdue, les frictions aussi la pression que son père à Verstappen y mettait sur l'écurie. Peut-être ça va diminuer, donc ça va meilleure ambiance, il va rester là. Puis Toto Wolff, je vois pas pourquoi il se débartirait de Russell. Il le voyait depuis plusieurs années comme son porte-étendard. Anthony est encore, il a juste 18 ans. Donc, Très jeune, ouais. moi, je pense que il n'y aura pas de mouvement significatif, surtout qu'on ne sait pas à quoi s'attendre, on ne sait pas comment les pilotes vont réagir. Est-ce qu'il y a des écuries qui vont émerger comme des voitures fantastiques avec des bons pilotes? C'est un peu difficile de savoir. Donc, d'après moi, vu qu'il y a trop d'incertitudes pour la saison à venir, il n'y aura pas de gros changements qui vont s'en venir. Je pense que les écuries vont rester avec le personnel qu'ils connaissent. Pour terminer cet épisode, donc mi-saison un petit peu plus court que notre épisode de début d'année, mais on va y aller de nos souhaits, de nos changements pour la saison 2026 et même pour le futur de la F1. Lorsqu'on fait notre épisode de début d'année, on a toujours, disons, les changements ont déjà eu lieu. La saison est vraiment à nos portes. Là, on va y aller vraiment de petites nouveautés, de ce qu'on aimerait voir changer dans l'univers de la F1. On sait que c'est polarisant, il y a une tonne de sujets qui sont vraiment passionnants et qui divisent un petit peu les amateurs de Formule 1. On va y aller de nos souhaits personnels, tant sur le point de vue administratif qu'au niveau peut-être des pilotes, d'avoir un aspect un petit peu plus pour le spectacle. Donc, pour l'année 2026, pour les années à venir aussi. Donc, on peut y aller en alternance l'un après l'autre. J'en ai quelques-uns sur ma liste ici. Donc, je vais débuter et tu poursuivras par la suite. Évidemment, tu en as parlé dans l'épisode tout à l'heure. On va souhaiter de la parité, là. Mais au niveau du titre des pilotes et des constructeurs. Là, on le sait, oui, on va avoir de la parité cette année parce que ce sera plus Verstappen qui va gagner. Ça risque d'être ça va être une McLaren, fort probablement. Mais ce que j'aimerais avoir, c'est ne plus avoir le même pilote et la même écurie qui domine quelques années de suite. Là, si McLaren gagne cette année, ça va faire 2 années de suite déjà qu'ils remportent le titre. On a eu les Red Bull avec Verstappen, on a eu les Mercedes avec Hamilton, même avec Nico Rosberg aussi. Donc, on a eu des longues périodes de domination. Ce que je souhaiterais, c'est d'avoir disons, des changements. Évidemment que durant la saison, que ce soit serré, on l'a vu quand même il y a quelques années, là, avant la première année de la victoire de Verstappen, ça avait été très serré avec Hamilton. On avait eu le titre s'était joué jusqu'à la toute fin. Là, l'année passée, ça a passé proche, mais finalement, Verstappen a eu les dessus encore. J'aimerais que ce soit, ça serait rafraîchissant qu'on ait des changements, que ce soit différentes écuries, voire différents pilotes qui gagnent une année après l'autre. Donc ça, c'est mon souhait au niveau des courses, au niveau des classements des pilotes et des constructeurs. Je te lance la balle pour ton premier souhait pour le futur de la F1. En fait, le mien est très, très similaire. Je vais rajouter quelque chose. J'aimerais ça, moi, voir les petites écuries devenir compétitives. Je regarde McLaren, Mercedes, Williams et Alpine. Les 4 ont des moteurs Mercedes. Haas, Ferrari, Cadillac, les 3 vont avoir des moteurs Ferrari. Donc, ça serait le fun que les regroupements par motoristes soient compétitifs au même niveau. Oui, l'aérodynamisme, le budget, tout ça, ça rentre en... Mais que les petites écuries qui, en ce moment, ont presque aucune chance de gagner, soient capables de se battre à force égale contre les autres. Donc, c'est sûr et certain que je ne demande pas que Alpine gagne le championnat, mais qu'il soit capable... Plus serré. Exactement, qu'il ne soit pas lapé 2 tours, 3 tours durant un même Grand Prix, qui est plus un peu comme
pour regrouper ce que tu avais dit, la parité, mais de faire en sorte que les petites écuries deviennent plus compétitives. Avec les nouveaux changements, tout ce qui va se passer, ça pourrait être possible. C'est vraiment mon souhait pour ce qui s'en vient là aussi. Et je promets à nos auditeurs qu'on ne s'est pas parlé, c'était mon deuxième point sur ma liste. Donc, d'avoir un moins gros écart entre les écuries de pointe et ceux de seconde importance. On va se le souhaiter. Un souhait qui n'est pas pour l'année prochaine. Je ne pense pas que ce soit réalisable à court terme, mais disons à moyen long terme dans l'univers de la Formule 1. J'aimerais ça avoir un pilote canadien compétitif. Là, on sait que lorsque Lance Stroll est arrivé en Formule 1, écoute, on s'efforce un petit peu de l'aimer. C'est pas non plus disons, le pilote le plus aimable sur la grille de départ. On a eu Nicolas Latifi aussi qui avait eu toutes sortes de problèmes en tant qu'un partisan de Lewis Hamilton. On garde encore une petite dent contre lui. Ce serait le fun à voir. Là, on voit justement les jeunes pilotes émerger dans les dernières années, beaucoup de talent. C'est sûr que des prodiges comme Hamilton, Verstappen, il n'y en a pas régulièrement, mais j'aimerais ça avoir, pas tout de suite, mais éventuellement, un pilote canadien qui va vraiment rallier les foules, à qui on va pouvoir espérer vraiment Grand Prix après Grand Prix, qu'on va pouvoir espérer qu'il soit sur le podium. Ça serait agréable. Ou si on veut, si ça vient encore une fois de Lance Stroll, écoute, il n'est pas encore en fin de carrière. Je pense que c'est un pilote talentueux, mais il doit aligner un petit peu les composantes importantes qui font d'un grand pilote. Il doit les jumeler puis les incorporer à son pilotage à chaque semaine. Donc, ça serait un autre souhait pour le futur de la F1. Ben oui, on se souvient de la popularité de Jacques Villeneuve quand il a gagné. Exact. Tout le monde savait c'était qui Jacques Villeneuve. C'était une star, il était idolé. Donc, oui, le prochain, pourquoi pas. De ton côté, je sais que tu attendais, on le sait, là, en 2026, il va y avoir une tonne de changements. Je sais que tu attends avec importance le remplacement du système DRS aussi. Là, ça va risque de changer quand même pas mal les choses. Oui, ça, c'est mon avant-dernier souhait, c'est de faire en sorte que les changements apportés en 2026 aient un impact réel en course. Donc, autant la largeur des pneus, le poids des voitures, mais surtout le remplacement du système DRS par ce qu'on va appeler le X-Mode. Le X-Mode, c'est simplement que, en ce moment, le DRS, c'est seulement l'aileron entrouvert en arrière qui s'ouvre pour faire un peu de downforce, comme on appelle, pour faire en sorte que l'auto soit encore plus aérodynamique. Là, ce qui va le remplacer, ça va être différent. Ça va ouvrir l'aileron en avant et en arrière. Ça va pouvoir être fait à peu près n'importe quand les pilotes veulent, tandis qu'en ce moment, le DRS, c'est seulement le pilote qui est en arrière à moins d'une seconde, une seconde de la personne devant lui qui peut. C'est trop restreint. On a des zones délimitées aussi. Là, exactement. Donc, j'espère vraiment que les changements, les gros changements qu'on voyait à venir depuis plusieurs années, que ça ait vraiment un impact, autant pour les pilotes que pour les téléspectateurs, de voir des voitures différentes, mais que ça va amener quelque chose de concret. Là. Ça serait peut-être mon avant-dernier souhait pour cet épisode-là. De mon côté, je me lance potentiellement pour mon dernier souhait sur un terrain glissant, mais j'aimerais ça que la Formule 1, et on sait que c'est mené maintenant par un groupe d'actionnaires américains, mais que ce soit une organisation un peu moins axée que sur l'argent. Et c'est sûr que là, toute organisation veut être profitable. On sait que l'industrie de la Formule 1, écoute, le dollar est extrêmement lié avec tout ce qui se passe en Formule 1, mais que nos décisions ne soient pas uniquement prises en fonction de qui a le plus gros portefeuille. On le sait, à Montréal, c'est pas une destination qui... c'est pas nous qui vont financer le plus les activités de la Formule 1 du tout. On a de la difficulté à investir de l'argent sur notre circuit, mais en tout cas, finalement, ça a été bien fait. Mais on voit à quel point c'est une course qui est excitante, c'est une course qui est appréciée par les téléspectateurs, par les pilotes aussi. Donc, j'aimerais que nos décisions soient un petit peu plus axées sur le spectacle qui va être présenté aux téléspectateurs et non juste
pour le dollar qui est dans lequel qui a le plus gros, le plus gros budget. Et ça va aussi intimement avec le fait d'avoir une plus grande transparence, une plus grande liberté d'expression. On en parlait en début d'année. On a un changement de garde au niveau de la FIA. Donc, j'aimerais qu'on revienne un petit peu à ce que la Formule 1 était, c'est-à-dire d'avoir une plus grande liberté d'expression, qu'on soit un petit peu moins sous l'empire d'un individu, là, donc Mohamed Ben Sulayem, qui limite vraiment les actions et les dires de nos pilotes, et aussi par le fait même ben, qu'on ait une certaine cohérence par rapport à ce qu'on prétend avoir comme valeur, ben, peut-être arrêter de prioriser absolument les grands prix dans le Moyen-Orient où les droits des hommes et surtout des femmes n'ont pas tout à fait respectés équitablement. Donc, c'est un gros dossier que j'ai résumé en 2-3 minutes, ouais. Mais disons que la Formule 1, mais surtout la FIA, s'en va pas dans la bonne direction. Je pense que ça peut être inquiétant, que ça peut... d'un point de vue avec certaines valeurs un petit peu plus nord-américaines, ça pourrait faire disparaître certains partisans, certains amateurs de la F1 qui ont des valeurs qui sont bousculées dans tout ça. Là. Donc, voilà quand même un gros point, mais ça serait agréable de retourner à ce que c'était. Pour ton dernier souhait, Guillaume, pour conclure mon dernier souhait rapidement, ce serait que peut-être je suis utopique, mais ça serait vraiment que la F1 réalise son objectif d'être carboneutre en 2030. Carboneutre, ça veut dire diminuer son impact environnemental parce qu'on sait, l'essence, le transport, les pneus, tout ça, c'est énormément de pollution. Puis ils mettent des mesures concrètes, peut-être qu'ils n'y arriveront pas, mais j'espère vraiment qu'ils vont se rapprocher. Que ce soit de l'essence 100% neutre en carbone, faite à partir d'algues, de déchets agricoles, des trucs comme ça, que ce soit regrouper les grands prix en régions et non en fonction du calendrier, comme les Grands Prix en Amérique du Nord, comme ils font de plus en plus. Ça évite de traverser l'Atlantique. Donc, j'espère vraiment que, parce que c'est une des principales critiques de ceux qui regardent beaucoup ou qui regardent pas beaucoup la F1. Ah, c'est juste du gaspillage d'essence, puis du bruit, puis les pneus qu'on gaspille. Ouais, mais on sait pas, de plus en plus, ils font quelque chose avec les pneus brisés, ils utilisent des moyens pour être vraiment plus éco-énergétique. Donc, 5 ans, ça peut paraître beaucoup, mais en même temps, ça peut paraître vraiment pas beaucoup pour être carboneutre. Mais ça, s'il y arrive, ça va montrer que oui, le top-notch de la F1, du sport automobile sont capables, donc pourquoi pas les autres. Donc, j'espère que ça va donner des idées à plein d'autres domaines dans notre société. Si les courses de F1 qui occasionnent beaucoup de gaspillage en ce moment sont capables d'être carboneutres, d'autres entreprises pourraient suivre le même modèle. Donc, c'est ma petite fibre environnementale qui espère vraiment qu'ils vont atteindre cet objectif-là en 2030. Et c'est drôle que tu termines avec ça parce que je me l'étais noté, c'était mon dernier point aussi. J'ai préféré y aller de cette, disons, de l'enjeu de transparence de la FIA et tout, mais je suis très content que tu aies complété là-dessus parce que c'est un élément effectivement qui est extrêmement important pour le futur de la Formule 1 avec on souhaite tous que notre planète soit en meilleur état possible. Ben, la Formule 1 a beaucoup à faire. On a l'argent, on a les possibilités d'innovation, donc il faut vraiment monter ça à un autre niveau encore une fois. Je te remercie beaucoup, Guillaume. Je pense que ces perspectives d'avenir-là sont extrêmement pertinentes et importantes. On veut améliorer le spectacle en Formule 1. On veut améliorer tout ce qui tourne autour de l'univers Formule 1. On l'a vu, on en a parlé au début de l'épisode avec le film sur la Formule 1. On vient toucher un petit peu à ça, mais dans le concret, c'est d'avoir des manières d'améliorer le spectacle, d'améliorer l'impact environnemental, l'impact social aussi. Donc, la Formule 1, ça touche à tout ça. C'est ce qui fait que c'est un univers qui est passionnant, qui est celui de la Formule 1. On va se souhaiter, on parlait tout à l'heure de nos souhaits pour l'avenir de la F1. Mon souhait pour
la fin de la saison 2025, c'est que lors du Grand Prix numéro 24 à Abu Dhabi, on puisse avoir une lutte McLaren pour décider le champion des pilotes. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la toute fin. On sait que le championnat des constructeurs, c'est intéressant, mais il n'y a rien comme le championnat des pilotes. Et si la victoire de ce championnat des pilotes dépendait de la première place, mais Oscar Piastri et Lando Norris feraient tout pour se battre et ce serait absolument formidable de voir deux pilotes de même écurie se battre entre eux pour obtenir la victoire. Ça mettrait fin à une saison extraordinaire de Formule 1 encore une fois. Donc, on va se le souhaiter. Je te souhaite un gros merci pour cette participation au temps d'arrêt, Guillaume. Un excellent travail de ton côté encore une fois pour suivre ça avec nous. Puis, on va te souhaiter une bonne deuxième moitié de saison à toi et à nos auditeurs. Merci, pareillement. Alors, merci à tous d'avoir été présents et on se dit à un prochain épisode du temps d'arrêt.